suis incapable d'improviser comme vous. Je ne suis peut-être pas une pro de la communication. Donc voilà, je vais en partie lire, je m'en excuse. Je remercie infiniment les organisateurs de me donner cette occasion de partager une histoire et une aventure plutôt. Alors, quelques mots sur Huntington, j'en profite parce que c'est une maladie rare, bien que pas si rare. Elle touche 8000 personnes en France. Elle est héréditaire, elle est neuroévolutive et elle provoque 3 familles de symptômes. La chorée, qui a longtemps donné son nom à la maladie, qui sont des mouvements incontrôlables, incontrôlés de tout ou partie du corps. Il y a aussi les troubles cognitifs, avec un ralentissement de la pensée, une pensée qui ne peut plus s'organiser comme avant. Et puis, il y a des troubles psychocomportementaux. Tout ça évolue très différemment d'une personne à l'autre. Et après quelques années, les malades deviennent de plus en plus dépendants et meurent des suites de fausses routes, de complications pulmonaires, d'épuisement, de tout ça à la fois. La recherche est mobilisée, mais il n'existe pas encore de traitement pour guérir cette maladie qui touche des familles entières depuis des générations. Alors, tiens, du moment que c'est pas sur ma tête, ou sur la vôtre. Ma famille est huntingtonienne, mon grand-père l'avait, ma mère l'a, et mes 2 sœurs et moi, à notre naissance, on avait 50% de chance de l'avoir aussi. Huntington a la caractéristique de pouvoir se déceler bien avant la survenue des premiers symptômes, car depuis 25 ans, il est possible de passer un test présymptomatique qui permet aux personnes à risque, c'est-à-dire dont l'un des parents est touché, de savoir si elles sont porteuses du gène. Techniquement, il n'y a rien de plus simple, il suffit de faire une prise de sang pour savoir si on a, oui ou non, le mauvais gène. Philosophiquement, éthiquement, existentiellement, psychologiquement, etc., il n'y a rien de plus compliqué, car que peut-on faire quand on apprend que l'on développera à coup sûr cette maladie, alors qu'il n'existe pas encore de moyen de la guérir ? Il y a bien sûr tout un protocole interdisciplinaire qui encadre ce test génétique. Et il y a 11 ans, j'ai décidé moi-même de le passer et j'ai appris que j'étais positive, comme on dit dans ces cas-là. C'est-à-dire que je porte la mutation génétique qui va me rendre malade. Et quand j'ai passé ce test, on m'a carrément fait comprendre que ma vie était foutue. À ce moment-là, la médecine et moi n'avons pas trouvé les moyens de faire alliance, au contraire. La médecine m'empoisonnait la vie parce qu'elle ne me présentait qu'une voie unique, celle d'un devenir mortifère. La consultation d'annonce a duré 15 minutes. J'avais 32 ans. Je venais d'apprendre que mon avenir serait, je cite le mot qu'on m'a dit à ce moment-là, épouvantable. Et dans les années qui ont suivi, ça a duré très longtemps, cet effet-là, qui est un véritable effet nocebo pour le coup, je pense. J'avais l'impression que j'abritais un monstre qui allait se réveiller d'un seul coup. J'étais tout le temps aux aguets, comme si j'étais en train de développer une phobie anti-Huntington, autrement dit une phobie anti-moi-même. Comment faire quand on a la phobie de son propre avenir et que le monde ne propose apparemment que des histoires qui renforcent cette phobie. Sur Internet, dans les films, les documentaires, la littérature sur Huntington, on est encore aujourd'hui confronté à un flot de cauchemars qui vous disent qu'Huntington est une sentence de mort, texto, que Huntington est la pire des maladies que l'homme ait jamais connues, texto aussi, ce qui est absolument débile et dégueulasse pour les autres maladies, évidemment. Pourtant qu'il y a un concours des maladies dans le monde. Je suis parvenue à m'extirper de cette malédiction médicale et de la paralysie existentielle qu'elle avait générée en instaurant, je suis désolée de le dire, mais un cordon sanitaire entre la médecine et moi. C'est-à-dire quand j'ai compris que la médecine ne sait pas grand-chose sur cette maladie en fait. Les symptômes tels qu'ils sont formulés et compris par la médecine, qu'est-ce que c'est ? Comparé à l'expérience, à ce qui se trame en vrai dans nos vies, on n'est pas défini par des symptômes, mais par ce qu'on va en faire dans nos vies, et ça, la médecine n'en sait rien.
Parce que les médecins ne sont pas formés pour le savoir. C'est au fond pas de leur faute. Surtout dans le cadre d'une telle maladie qui est totalement incurable. Or, notre problème à nous, au fond, c'est moins, pour l'instant en tout cas, l'incurabilité que la vie avec la maladie. Ah oui, on ne peut pas éviter. Hein. Donc, quand j'ai compris que Huntington est quelque chose qui continue d'être totalement à penser et à définir, j'ai pu respirer à nouveau et surtout initier un grand chantier de travail. Avec Valérie Pillet, on a décidé de fabriquer le savoir qui nous manquait, le savoir expérientiel entre autres choses. Ce fut la naissance de Ding Dang Dong, institut de coproduction de savoir sur la maladie d'Huntington, dont le pari est le suivant: Huntington est une occasion de faire pousser de la pensée. L'objectif a été de créer tout un équipement, un dispositif pour recueillir l'expérience de ceux qui explorent cette histoire, les usagers, car mettre un micro sous le nez gigotant parfois des Huntingtoniens en leur demandant comment vous sentez-vous n'est pas suffisant. On a dû créer des manières ultra sensibles et alternatives de fabriquer du savoir sur ces expériences qui n'ont parfois pas de mots pour s'exprimer. C'est la raison d'être à Ding Dang Dong de son équipe pluridisciplinaire et de ses départements de philosophie, d'histoire, d'enquête expérientielle, de danse pour étudier la Corée, de littérature, d'art plastique et d'un zeste de neurologie quand même. Ding Dang Dong arpente tel le Nautilus dans 20 milieux sous les mers, un territoire inexploré, si ce n'est de ses habitants, que nous appelons le Huntingtonland. Pour découvrir cet univers et le raconter, il fallait que les arts, les sciences sociales et la médecine travaillent ensemble. Alors, je ne suis pas malade, je suis différente et ça change tout. Cette phrase, ce n'est pas de moi, c'est de Suzanne. Dans le livre Le chemin des possibles, la maladie d'Huntington entre les mains de ses usagers, un livre qu'on publie aux éditions Ding Dang Dong, on a créé notre propre maison d'édition, où nous racontons comment les usagers eux-mêmes composent avec leur propre métamorphose. Certains, comme Suzanne, disent qu'ils ne sont ni dégoûtants, ni dégénérés, mais que leur condition, comme on dit en anglais, est quelque chose dont la compréhension importe. Non seulement pour nous autres, les Huntingtonos concernés, mais aussi sans doute pour la société, parce qu'appréhender sans violence l'altérité profonde qui est la nôtre est un devoir pour toutes et tous. Or, dans le champ des maladies neuroévolutives comme la nôtre, ça n'existait pas du tout, ce genre d'initiative, sans doute parce que nos pathologies touchent à la cognition. Oh là là, la cognition, en France, pays de Descartes. La pensée, et que leurs usagers ont complètement perdu confiance en leur capacité d'être acteurs de leur maladie et producteurs de savoir. Quand on a Huntington, Alzheimer, Parkinson, etc., on vous prend soit pour un bébé, soit pour un fantôme, et souvent les deux en même temps, en fait. On trouve par exemple l'injonction pour les proches de faire son deuil blanc, qui consiste à faire le deuil d'une personne malade alors qu'elle n'est pas encore morte. Ça s'appelle fabriquer un fantôme. Il y a alors un gâchis, dans le sens écologique du terme, je pense, dans ce geste de jeter à la poubelle de ce qui n'importe pas, ce qui est vécu par ces personnes. Le handicap est moins alors celui des malades que notre propre cécité et surdité, notre incapacité à percevoir ce qui se passe pour eux, notre propre désaccordage vis-à-vis de leur expérience. Ce qui est une bonne nouvelle au fond. Ça laisse énormément de latitude, d'action et de créativité possible. Un vaste champ d'exploration s'ouvre alors. Travailler à l'endroit de cette espèce de membrane qu'il y a entre eux et nous pour nous rendre capables de nous déplacer où ils se trouvent et d'apprécier ce qu'il s'y passe. On ne peut guère que spéculer sur ce qu'il s'y passe. Mais spéculer, c'est déjà immense. Hein, c'est pas de la EBD, ou je sais plus comment on dit, Evidence-Based Medicine, là. IBM, pardon, j'y arriverai jamais. Et heureusement, je veux dire, tout n'est pas de la Evidence-Based Medicine dans cette histoire. Spéculer, cela veut dire scruter et regarder attentivement ce qui brille, même très faiblement dans le noir, et souffler dessus si on trouve que c'est important. Je vous remercie.